L'analyse boursière de Franklin Pichard, le rendez-vous hebdomadaire que vous attendez. Bonjour Franklin. Bonjour Thomas. Alors, on commence avec un petit flashback, l'analyse, comme on en a l'habitude, des événements passés. Une semaine dense la semaine dernière, puisqu'on a eu la BCE et les chiffres de l'emploi américain. On commence par le discours de Jean-Claude Trichet, qui avait plutôt été bien accueilli par le marché. Oui, la semaine avait mal commencé. On s'était retourné en cours de séance il y a tout juste une semaine, lundi dernier. Et puis Trichet s'est imposé comme l'homme fort de la zone. Il y avait un pilote dans l'avion. L'homme qui sait parler à l'oreille des marchés. L'homme qui sait mieux parler que Bernanke à l'oreille des marchés, on peut le dire, oui, tout à fait. Et du coup, les marchés ont été tranquillisés. On a considéré que les dettes souveraines étaient plus ou moins sous contrôle, on va dire maintenant. Autre titre accrocheur que j'aurais aimé écrire si j'avais travaillé dans la presse écrite, c'est le Zorro de la zone euro. Si on contracte zone euro, on a Zorro. Et c'était un peu Trichet, ça donnait vraiment cette impression. Ça donnait tout à fait cette impression. On l'a vu, son discours a rassuré. Au tout début du discours, le marché continuait de baisser. Et puis, à un moment, les choses se sont inversées. Et pourtant, il n'a pas été dans le sens qu'attendaient les opérateurs en disant on va faire des carnets de chèques, on va ouvrir le carnet de chèques et on va ouvrir le robinet des liquidités. Il a dit attention, non, moi je ne suis pas là pour ça. Il reste sur sa ligne quand même. Il est resté sur sa ligne. Tout le monde l'attendait avec des monceaux de milliards à déverser sur la table, à une monétisation de la dette, un peu à l'instar de ce qu'ont fait les Américains. Et puis non. Et on l'a vu au cours de la séance, 180 000 contrats futurs se sont échangés. C'est-à-dire que les shorts se sont rachetés, ils se sont dit attention, là, il vaut mieux se couper un bras. Et on a vu qu'à partir de là, la psychologie de marché changeait. Alors on parle des Américains avec ce chiffre de l'emploi américain justement pour le mois de novembre tombé vendredi dernier, décevant. Très décevant, on a eu 39 000 créations d'emplois, on en attendait 145 000, donc c'était clairement décevant. Et puis les marchés qui en ce moment veulent voir la bouteille à moitié pleine, validés en cela à nouveau par les déclarations de Bernanke ce week-end, on dit finalement 600 milliards, c'est peut-être pas assez, il faudra peut-être mettre plus sur la table pour relancer l'économie américaine. Donc, comme souvent, une mauvaise nouvelle peut être bien interprétée par les marchés, parce que quand ça va mal, on se dit il y a un traitement derrière. Exactement, il y a un traitement derrière et les marchés ont acheté ce QE2 un petit peu gonflé. Le quantitative easing, la volatilité, elle retombe, c'est un signe aussi d'apaisement. Oui, 19% de baisse sur la semaine, on n'avait pas vu ça depuis je ne sais combien de temps, on est à 18,1. Ça veut dire que pour le moment, il y a une certaine sérénité qui est en train de s'installer sur les marchés. C'est plutôt de bon augure pour la période qui nous sépare de la fin de l'année. Alors le rendez-vous cette semaine ici dans la zone euro, ce sont les discussions au niveau politique qui vont reprendre entre les ministres des Finances pour essayer d'une part de finaliser le plan d'aide à l'Irlande et puis d'autre part d'anticiper la suite et éventuellement de revoir ce fonds de stabilité européenne. Oui, tout le monde sait que déjà le plan de 750 milliards a été déjà bien entamé. On parle officiellement de réunions visant à régler le problème mi-2013, une fois que les plans seront réglés et digérés. Mais enfin, derrière cela, les marchés ne s'y trompent pas. On sait que peut-être dès le début de l'année 2011, on aurait besoin d'avoir un plan d'attaque fait pour garantir une défaillance d'un autre État qui pourrait intervenir. On va regarder le graphique du CAC qui nous montre que finalement on a repris un peu d'altitude, mais on sait que le mois de décembre est traditionnellement porteur. Est-ce qu'on reste sur cette ligne en ce début décembre? On se dit, oulala, ça va être les fêtes de Noël pour tout le monde, ou attention, prudence malgré tout? Oui, non, prudence bien évidemment, mais pour le moment, c'est vrai que tout au long de la semaine, à l'image de ce qu'on se disait précédemment, les intervenants redeviennent un peu plus positifs qu'ils ne pouvaient l'être lundi à la même heure. Je pense qu'on a créé les conditions en évacuant un petit peu le problème des dettes souveraines et de la liquidité des marchés financiers interbancaires, par exemple. On crée les conditions de ce fameux rallye pour les fêtes de fin d'année. Et qui pourrait nous ramener, on le voit sur le graphique, à des petits sommets qu'on avait connus précédemment. Oui, il n'y aurait pas de raison de terminer l'année en territoire négatif, donc quelque chose proche de 4000 nous semble tout à fait toujours envisageable en tout cas. On termine avec l'agenda maintenant, un petit mot sur les rendez-vous sur vos tablettes à surveiller. Oui, pas grand-chose finalement cette semaine. On attendra véritablement vendredi la balance commerciale, l'indicateur de confiance de la zone euro, production industrielle. Ce sera pour mercredi de certains pays de la zone. Mais c'est vrai que le discours des ministres des Finances va à mon avis l'emporter en début de semaine. Et après, il faudra vraiment attendre vendredi pour avoir le résultat final. Et la confiance américaine, vendredi également donc. Merci Franklin, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
Vous en avez l'habitude, on parle de pépites de la côte dans cette émission. On va évoquer tout de suite l'une d'entre elles qui s'appelle Ruby. Bonjour Guillaume. Bonjour Thomas. Mais auparavant, un feuilleton qui nous passionne, celui d'Hermès avec un rebondissement vendredi dernier. Effectivement, Hermès qu'on évoquait ici même lundi dernier, sur laquelle nous avons pris position sur la zone des 135 €. On jouait la réunion des familles et la période pré-réunion la semaine dernière. Nous sommes sortis vendredi matin avant cette réunion, dictée par l'actualité du marché. Oui, alors ça c'est quelque chose sur lequel il faut s'arrêter. Nous, on a une émission qui revient toutes les semaines. Parfois, l'actualité oblige d'avoir des réactions un peu plus rapides au niveau quotidien. C'est d'où l'intérêt de suivre votre newsletter. La hausse du cours sur la semaine nous a imposé à prendre un bénéfice puisqu'on gagnait près de 30% sur 5 jours de cotation. Et alors, cette réunion des familles, finalement, on s'achemine vers quoi? On s'achemine vers l'option holding qui a été retenue, qui est proposée aujourd'hui par les familles. Une holding qui regrouperait seulement 51% des titres en vue de les protéger de l'appétit d'LVMH. Et puis surtout dans l'attente d'une décision de l'AMF pour valider ce montage. On a vraiment l'impression que ce dossier va jouer sur le tapis vert, que ce soit du côté Arnaud qui doit faire avaliser aussi son rachat d'actions rampant ou du côté Hermès qui doit faire également obtenir un visa de l'AMF. C'est vraiment l'AMF qui est au centre du jeu. Au centre de tout et qui a les dossiers en main aujourd'hui, donc un dossier qui est loin d'être fini tant au niveau capitalistique qu'au niveau boursier selon nous. Alors un nom alléchant, je le disais en introduction, Ruby. Ruby. Une valeur qu'on ne connaît pas forcément. Le métier de Ruby, c'est quoi? Alors rapidement, le métier de Ruby, Ruby est un spécialiste de ce qu'on appelle l'aval pétrolier en tant que distributeur. Rien à voir avec les pierres précieuses donc. Rien à voir avec les pierres précieuses malheureusement, mais tout aussi intéressant. Un distributeur de produits liquéfiés. L'aval pétrolier, c'est toute la partie post-raffinage. Donc l'activité se décompose en deux sous-métiers. La distribution de GPL, butane, propane, pour des activités, des utilisations variées. Ce n'est pas uniquement ce qu'on met dans la voiture. Le GPL, c'est toute la gamme de gaz, en fait. Toute la gamme de gaz, donc usage domestique, la cuisson, le chauffage, industriel et agricole, bien évidemment. Une parenthèse, le GPL voiture, c'est une activité qui se développe, qui marche bien ou pas? C'est une activité qui se développe très bien en ce moment. Soutenu, il est vrai, par les aides de l'État, puisque les immatriculations GPL ont été multipliées par 10 cette année en France. D'accord. Donc la première partie de l'activité de Ruby, 80% du chiffre d'affaires, donc c'est cette activité GPL. Tout à fait. Et le deuxième métier? Le second métier, c'est le stockage de produits liquides, Ruby Terminal. On stocke du pétrole, des produits chimiques, des engrais et l'activité consistant dans ce cas-là à louer des capacités de stockage directement auprès d'industriels. Alors pourquoi s'intéresser à une valeur qui présente à mon avis extérieur deux inconvénients? Le premier, c'est d'être lié aux matières premières qui est un secteur pas toujours lisible en ce moment, et puis deux, au secteur en particulier pétrolier qui finalement on le voit sur les grandes valeurs pétrolières comme Total, plutôt flat. Interrogation légitime, en effet. Alors, pour répondre à votre première interrogation, il est vrai que Ruby a une activité qui est assez décorrélée de la conjoncture économique. La constance des résultats le prouve notamment ces dernières années. Ruby est immunisé en fait contre les variations de cours des matières premières pour deux raisons. Ça se voit sur le graphique, on voit une action qui n'arrête pas de monter aussi depuis plusieurs mois. Très beau parcours en effet, indépendamment de la conjoncture. Les deux raisons qui immunisent Ruby sont tout d'abord un excellent pricing power pour la branche distribution qui lui permet de répercuter les hausses de prix. Voilà, une capacité à imposer à ses clients des hausses de prix. Exactement, et c'est important dans les conditions actuelles puisque le propane sur un an glissant a augmenté de 54%. Ouais. Et par nature, aucune exposition sur la branche stockage, puisque ici, à aucun moment, Ruby n'est propriétaire des produits. Donc décorrélé des éventuels aléas sur les matières premières, et alors en particulier la thématique pétrolière, elle n'est pas sensible non plus à ce cours des grosses compagnies pétrolières qui lui stagnent. Alors effectivement, Ruby, et c'est le deuxième point qui nous intéresse particulièrement, a changé de dimension en cette fin d'année 2010. Après 3 acquisitions mineures en Afrique du Sud, en Suisse et en Espagne, le groupe nous a annoncé une opération d'envergure sur la zone Caraïbe en rachetant les activités de distribution du groupe Chevron dans 13 pays. Ce que vous nous dites, c'est qu'ils sont en train de grossir, et vite.
Ils sont en train de profiter d'un mouvement sur le secteur pétrolier, un mouvement qui n'est qu'à ses débuts et qui veut que les compagnies pétrolières souhaitent aujourd'hui se désengager de leur activité d'aval. Ça, c'est un point clé. Hein. C'est un point clé. Sortir, les gros mastodontes sortent de l'activité aval. Pourquoi? Exactement. Ils ont fait le pari d'une explosion de la demande énergétique en Inde et en Chine et souhaitent aujourd'hui consacrer l'exclusivité de leurs investissements à l'exploration, qui est de plus en plus coûteuse. C'est donc pour des raisons de financement essentiellement que certains cèdent leurs activités d'aval et Ruby en tire profit aujourd'hui. Bon, c'est très clair, on voit le paysage qui se redessine, mais est-ce que Ruby a les moyens finalement de faire cette politique d'acquisition des activités aval des grands groupes pétroliers? Alors, une excellente santé financière aujourd'hui qui lui permet de tirer profit et de consolider des zones sur lesquelles elle a déjà un leadership installé. La plupart des opérations de croissance externe réalisées sur ce dernier semestre l'ont été faites en autofinancement, ce qui explique qu'aujourd'hui, le titre une augmentation de capital est en cours sur le titre, une augmentation de capital qu'on pourrait qualifier de confort finalement, de 110 millions d'euros, puisqu'elle a vocation à conserver la souplesse financière du groupe en vue éventuellement de réaliser d'autres opérations. Donc pour se donner davantage de cartouches afin de dérouler cette stratégie. Dernière question, la recommandation, est-ce qu'on joue l'augmentation de capital par exemple si on n'est pas actionnaire? Comment est-ce qu'on rentre dans Ruby? Ou est-ce qu'on achète l'action directement? Alors la réaction du titre, hein, notamment suite à cette annonce et en période de consolidation de marché qu'on a connue, confirme notre opinion positive puisque… On est sur 85 là à peu près. Le titre a finalement très peu baissé. Donc nous positionnons à l'achat sur cette zone des 85 euros en visant à court terme, c'est-à-dire à horizon 3 mois, un objectif de 107 euros. 107 euros. Merci Guillaume. Je vous en prie, merci. À bientôt. À bientôt. Bonjour Pascal. Bonjour Thomas. On va s'intéresser ensemble aujourd'hui à Medica, mais auparavant, un petit suivi des recommandations passées. Deux dossiers, Eurofins Scientifique et ST Microelectronics. Eurofins Scientifique, on l'avait recommandé début novembre. Début novembre à peu près, sur des niveaux de 44 euros à l'époque. On avait anticipé un rebond très fort de la publication au troisième trimestre qui est avéré. Bonne pioche. Voilà, bonne pioche. Le titre a grimpé d'à peu près 20%. On a été même dépassé sur nos objectifs. On aime beaucoup quand c'est dans ce sens-là. On avait donné 48 euros d'objectif, on est à 53. Qu'est-ce qu'on fait? Le consensus est à 50, donc on estime que maintenant on va peut-être un petit peu loin sur la valorisation. On a envie d'alléger et de prendre ses bénéfices. Bon, autre dossier, donc c'était en mai, un peu plus ancien, ST Microelectronics. ST Microelectronics qu'on avait présenté à l'achat à 6,80 €. Le titre fait vraiment un gros retour en force. On avait expliqué. Il était temps, on a envie de dire. Il était temps, ça a été un petit peu compliqué, sur tout le secteur d'ailleurs. Et d'ailleurs, le concurrent allemand Infineon avait pris 80%, alors que ST Micro n'avait pas eu du tout cette performance. On conserve, on maintient notre objectif de 8 € et on s'en rapproche à grands pas. Donc on conserve. Alors on arrive dans le cœur du sujet, Medica, le métier de Medica, on rappelle. Le métier de Medica est un peu similaire à Orpea, on en avait parlé la dernière fois. C'est de l'hébergement de personnes dépendantes. Et puis, un sujet d'actualité qui va venir aussi sous les feux des projecteurs. On sait que le président de la République veut le mettre sur la table l'année prochaine, dans les prochains mois. C'est un facteur aussi qui pourrait aider ce type de dossier, Orpea ou Medica, ce secteur en général? Oui, bien sûr, ça peut mettre le focus sur ce secteur parce qu'on va en parler beaucoup dans les médias. Et donc pour les investisseurs, ça fait de l'actualité, c'est important. Pour qu'on se rende compte de la taille de Medica par rapport au leader Orpea, les grands chiffres, combien de lits? Parce que ça se mesure en lits. La dernière fois qu'on a évoqué donc Orpea qui venait de faire une acquisition, Orpea représente à peu près 25 000 lits. Et donc, Medica, c'est à peu près 2 fois moins, c'est 12 600 lits. C'est vraiment une thématique hôtelière, en fait. Ça se rapproche du métier de l'hôtellerie. On mesure ça en lits et puis finalement, c'est un métier similaire. Tout à fait, un petit peu pour partie. En tout cas, pour une partie du business de Medica, 70%, c'est de l'hébergement de personnes dépendantes. Une valeur introduite en bourse il y a peu de temps, finalement. Oui, en février. Février cette année. On va voir l'action qui s'affiche. Une valeur qui avait été touchée les 16 € puis qui est retombée. On est même sous les cours de février. Oui, tout à fait. Donc là, ce qui nous paraît intéressant, c'est le market timing. Parce que quand on regarde tout ce qui s'est passé depuis février sur cette valeur qui a été introduite donc à 13 € et qui cote à peu près ça après des plus hauts de 16 €, on a eu plutôt des bonnes nouvelles. La société avait guidé sur une croissance d'à peu près 10%. La publication récente fait ressortir donc une croissance d'un peu plus de 11% sur le troisième trimestre. Avec un talent d'Achille, c'était la dette. Oui, tout à fait. C'était effectivement là où on surveillait de très très près Medica. Nous, on est rassurés parce qu'on a vu que dès le mois de juin, la société a renégocié sa dette. Et là, on est quand même sur des montants importants. On estime
l'économie d'à peu près 9 millions d'euros de charges financières par an, mais ça ne sera visible qu'en 2011-2012. Donc il faut se positionner maintenant. D'accord. Donc le dossier de la dette ne vous inquiète pas. Un mot sur la stratégie de ces sociétés médicales. Le but, c'est de grossir. C'est un secteur encore assez atomisé en France, pas mal de maisons Exactement. esselées, on pourrait dire. Et le but, c'est de consolider ça, restructurer, structurer. Le secteur est très très morcelé. Et ce sont les moyens et les gros acteurs qui arrivent à consolider le marché et à développer leur business et à faire de la croissance. Alors le challenge pour Medica, c'est d'arriver à restructurer en ayant acquis des lits, faire de la croissance externe, tout en pilotant ces ratios d'endettement et en ne s'endettant pas trop, et surtout en maintenant la rentabilité du parc existant. Et actuellement, il y a un taux d'occupation de 97% sur les établissements Medica, ce qui permet à l'entreprise de passer relativement facilement des hausses de prix. Un mot pour finir cette analyse sur les comparables. Alors les comparables, oui, c'est très intéressant, là c'est vraiment explicite. En faisant une comparaison simple, en regardant le résultat d'exploitation 2009 des 3 grosses sociétés cotées que sont Medica, Orpea et Korian, on se rend compte que sur les chiffres 2009 dont on dispose, on paye 9,5 fois ce résultat pour Medica, là où on le paye 17 fois pour Korian et 19 fois, donc le double, pour Orpea. Donc il y a une prime à la taille. Vraiment, Exactement. Il faut grossir pour remonter dans les PE. Exactement. On voit l'action et puis on va parler de la recommandation pour finir. Donc on rentre à quel prix ? Alors là, c'est un market timing très intéressant. On est revenu au niveau du prix d'introduction. On peut se placer à l'achat dès maintenant. On doit valoir à peu près 13,20, 13,30 pour viser 16 €. On vise les 16, donc le retour sur les plus hauts historiques. On peut parler de plus hauts historiques. Voilà, ça serait logique puisque Medica devrait assez rapidement repasser bénéficiaire. Eh bien, merci beaucoup Pascal pour ces explications. Merci Thomas. À bientôt. C'est bon, je n'ai pas bougé.